Au début du mushing en France, dans les années 78-80, il n'y avait pas de fabricant de traîneaux. Donc chacun se faisait son traîneau. Et je m'en suis fait un pour moi, puis un copain en voulait un, le copain d'un copain en voulait un, puis pour finir je me suis aperçu que je bossais au black, donc on a été se déclarer pour faire une société qui fabrique des traîneaux à chiens. On était un peu les premiers en Europe, donc ça a été assez facile à distribuer nos produits à une époque parce qu'il n'y avait personne sur le marché, il n'y a pas de grosses boîtes, c'est tellement un micro-marché. On est 5 boîtes qui tiennent le choc, on va dire, depuis plus de 15 ans en Europe à peu près. Et depuis, à la PS aussi, depuis 82, il y a des premières pistes pour que les gens qui ont des chiens de traîneau peuvent venir pour accueillir ces gens-là. Et du coup, c'était la première station, on va dire, de mushing en France où il y a des pistes dédiées réservées à ça parce que la cohabitation skieur de fond, les traîneaux est pas bonne, normal, on abîme les pistes avec les freins, avec les cacas des chiens et tout ça. Maintenant, il y a au moins 17 endroits où tu peux aller en France avec tes chiens, où il y a des pistes. Du coup, dans ce village, il y a des chiens de traîneau depuis longtemps. Il y a eu une époque, je pense que ça devait être en 92, il y avait plus de chiens de traîneau dans le village que d'habitants. Bon, après, il y a des structures, on a vite 50 chiens des fois, donc ça va vite, pour proposer des activités touristiques aussi. Et du coup, voilà, il y a 30 ans, on faisait des traîneaux tout en bois. Maintenant, on les fait en plastique. On a passé par du composite. En plastique et en aluminium. C'est des matières qui nous satisfont. Et puis qui nous permettent de bouffer un peu une partie de l'année. Entre 700 et 2900 € TTC. Alors après, il y a des petits traîneaux. Par exemple, celui-là, c'est un modèle de base, un petit traîneau de rando. Où il y a une plaque, il y a un sac qu'il a enlevé qui permet de charger du matériel dedans. Celui-là, c'est un traîneau de course de longue distance. Et on fait des traîneaux même pour handicapés maintenant, où un paraplégique peut conduire. Et puis, ouais, on aime bien mettre au point des trucs. On bosse aussi sur les premiers traîneaux à roues. Parce qu'il y a de la neige aujourd'hui, il fait froid, mais le réchauffement climatique, on le rencontre un peu de temps en temps. Et on se dit qu'il faut s'adapter au réchauffement et passer aux roues. Pour la question d'un combien de temps pour un traîneau, on n'arrive pas à être précis. Parce que, par exemple, quand on attaque une nouvelle année, on fait tout ce qui est aluminium. Bon, il y a tous les tubes à percer, à couper, et les patins à percer aussi, façonner. Après, on balaye l'atelier, on fait tout le plastique, on change le copeau. Et on fait, voilà, on estime plus ou moins, mais on n'est pas à une précision 100%. Ouais, alors en gros, il y a 20 ans ou 25 ans, il y avait, à cette époque de l'année, on avait 20 cm de copeaux par terre et on pelait par terre, on le mettait dans le fourneau parce qu'on faisait tout à partir de bois et dans le bois on avait jusqu'à 85% de chute. Après, maintenant on est des chaudronniers plastiques pour dire si on devait choisir un métier qui ressemble le plus au nôtre. C'est on part toute plaque de plastique, il y a différentes épaisseurs. On les découpe en les copiant et par exemple pour faire un coffre, c'est un dossier d'un traîneau pour porter des gens. Ça correspond à leur dos et ça à leur tête. On découpe des formes comme ça avec une toupie. Et ce truc qui est là, c'est le moule. On le pose dessus, il y a des repères avec des vis et on le thermoforme, on le chauffe pour le mettre en forme pour faire tous les pliages. On produit pas le plastique quand même parce que on sait pas faire. Le but du jeu, c'est d'offrir du boulot. On pourrait avoir ce qui s'appelle un routeur, une commande numérique pour découper tout ça. Mais à la longue, je me retrouverai tout seul et boire le café avec un robot, c'est pas terrible. Donc je préfère utiliser des humains
Et puis c'est des potes, et puis c'est un peu le rôle de filer des postes de travail, quoi. Ça, voilà, il y a un peu de ça dans l'état d'esprit. Et puis maintenant, on a beaucoup bossé dans les composites un temps. Tout dans les composites, et c'était... on a abandonné parce qu'on a du plastique qui est fantastique maintenant. On a des plastiques garantis mécaniquement jusqu'à moins 250 degrés. Donc on s'éloigne, c'est assez facile à travailler en fait. Et voilà, mais peut-être que dans 5 ans ce sera autre chose, parce que je pense que pour avoir envie, il faut se faire happer, pour moi, pour la découverte de technologie. L'homme blanc a quand même bien classé les chiens sur les chiens de chasse, les chiens de travail, les chiens de berger. À peu près tous les chiens peuvent tirer quelque chose. Il faut qu'ils aient un petit peu la forme physique. Et par exemple en Alaska, quand il y a eu les grosses chouées vers l'or, ils ne se posaient pas la question. Tous les chiens les attelaient, les chercheurs d'or habitaient souvent isolés. C'est devenu souvent des grosses dynasties de mochères maintenant en Alaska. Et ils ne se sont pas posé la question chien à papier, pas à papier. Dès que les chiens étaient bons, ils les faisaient reproduire, et du coup ils sont arrivés à créer... C'est pas une race, ça sera jamais une race parce qu'il y a trop de sang mélangé à l'origine dedans. Il n'y a pas forcément une homogénéité de tête comme on retrouve chez le husky. Les Alaskans, c'est les meilleurs champions, c'est les meilleurs chiens du monde en compétition maintenant. Pour aller au pôle Nord, je ne prendrai pas des Alaskans, je prendrai des chiens plus nordiques qui vont vraiment résister à des fois à moins 60. Et en Europe, il faut savoir, le chien est mal... Comparé à nous, ou un cheval, il est mal fait pour se refroidir parce qu'il a des glandes sudoripares sur la langue et les coussinets. Donc il a peu de capacité d'évaporation. Et avec les hivers qu'on a maintenant, je pense, souvent les vrais chiens nordiques ont trop chaud. Une bonne partie du temps. Et du coup, on a des chiens moins poilus. Moi par exemple, j'ai 26 chiens qui dorment dans la grange chauffée, et tous ceux qui sont de type un peu braque, parce que j'ai un gosse qui a fait de la compétition, et en sprint, les chiens les plus rapides, c'est des croisements de braque et de lévrier actuellement. Eux, ils dorment sur le canapé du salon parce qu'ils ne peuvent pas vivre en froid, quoi. Donc voilà, on joue avec des tissus, on a des t-shirts, on a même des manteaux spéciaux femelles. Les femelles qui ont beaucoup de petits, les tétons, à chaque portée les tétons grossissent chez les femelles en gros, et les tétons sortant du poil, les femelles des fois peuvent se geler les tétons. Donc on a comme une espèce de soutien-gorge qui vient protéger le chien thermiquement là, et puis pour les mâles aussi, on les protège, donc on joue avec des tissus. Et un jour je me suis aperçu que j'avais un chien, il avait 11 tissus sur lui. Bon, t'as 4 bottines, un t-shirt de protection, on a des leggings aussi. C'est comme des bas pour protéger les chiens quand ils vont courir, soit pour éviter que les épaules se refroidissent, ou alors pour les protéger mécaniquement de la neige qui est croûtée. Nous, on a 2 couturières qui bossent à domicile, on a tellement des petites quantités qu'on ne peut pas sous-traiter, donc on le fait nous, puis ça offre le poste de travail, voilà quoi. On achète des t-shirts, on achète en Alaska, les bottines, après il y a la réalité financière. Une bottine, c'est un petit truc comme ceci en tissu qui est respirant, parce que le chien justement transpire des coussinets, donc il ne faut pas que ce soit un truc étanche. Et puis on le fixe avec un velcro sur la patte du chien. Ça, si je veux l'acheter, le fabriquer en France, ce bout de velcro va me coûter plus cher que la bottine toute faite dans un pays d'Asie. Donc ça, on ne le fabrique pas. Autrement, les harnais, les sacs, les traîneaux, il y a de la bagagerie très compliquée. Les traîneaux de course de longue distance, il y a jusqu'à 11 pochettes à l'intérieur spécifiques, une grille d'aération, un truc pour le duvet, parce que voilà, ça devient, il y a des traîneaux de longue distance, c'est des usines à gaz. Il y a certains traîneaux, derrière le machère, tu as une plateforme, tu as ton fourneau qui est dessus, tu écopes la neige pour le remplir en avançant. Tu t'assieds dessus, ça te tient chaud aux fesses, parce que les mecs font des courses, ils bouclent 1800 bornes en 8 jours maintenant. C'est un truc de fou, quoi. Les chiens courent jusqu'à 22 heures par jour, mais ils ont le droit à 16 chiens, donc ils ont une remorque en plus derrière. Tu peux mettre 3 à 4 chiens et tu fais des rotations, et le mec dort en avançant. Tu as des vidéos sur Liltarod où tu as un mec
Jeff King qui traverse un petit village d'Inuit où ils sont 40, tout le monde l'acclame et gueule son nom. Lui, il est sur son traîneau, t'as la tête qui fait ça, il est assis et il dort et les chiens avancent. Maintenant on a un peu calmé parce que le but c'est de vivre et on en fait une petite centaine par an. À une époque, on en a eu fait 280 certaines années, mais c'était une autre époque. Non, c'est très saisonnier, les gens ils veulent leur traîneau pour le début de l'hiver, donc on fabrique des pièces en gros de la fin de la saison, au mois d'avril, on fabrique des pièces jusqu'à début octobre. Fabriquer les pièces c'est la grosse partie, le montage, on monte un traîneau par jour, chacun si tu veux, tu vois, le montage c'est juste assembler des pièces, c'est un mécano quoi. Et en octobre à 15 février on fabrique des traîneaux et puis après on se repose un peu.